Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne, merci pour votre fidélité. Voici tout de suite le sommaire de Dimanche en politique. Cette semaine, notre séquence terrain politique abordera le thème des hôpitaux de proximité, illustration avec la ville de Paimpol qui vit sans maternité depuis 15 ans. Comment la commune gère cette situation? On verra cela avec le maire Jean-Yves de Chassemartin. Notre invité du jour est un ancien colonel de gendarmerie. Nous recevrons Philippe Miaille, conseiller régional et membre du Rassemblement national, sécurité à l'école, taxe sur les carburants ou bien encore cérémonie du centenaire de la Grande Guerre. Il commentera avec nous l'actualité de la semaine. Et puis le décryptage avec notre politologue Romain Pasquier. Justement, on analysera le rôle de l'opposition au sein du Conseil régional, acteur ou figurant. On posera la question. Mais avant de commencer, regardons le dessin de la semaine que nous a préparé Loïc Schwartz. Il concerne bien sûr notre invité du jour, Philippe Miaille, qui va nous rejoindre. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Notre dessinateur qui a choisi de faire référence à une des polémiques de ces derniers jours, à Stein, en Seine-Saint-Denis. Un ancien gendarme a été nommé proviseur adjoint chargé de la sécurité. Levée de bouclier de la communauté enseignante qui a choisi de faire grève. Je vous pose la question simplement, un ancien gendarme chargé de la sécurité au sein d'un établissement scolaire, est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Ce n'est pas un ancien gendarme, c'est un gendarme qui est chef d'escadron et qui fait l'objet uniquement d'un détachement auprès de l'éducation nationale, comme de nombreux officiers. Est-ce que vous comprenez la communauté éducative qui dit, voilà, c'est compliqué, c'est même un peu incongru d'avoir comme ça un gendarme au sein d'un établissement scolaire pour gérer la sécurité? Un gendarme dans un établissement scolaire, nous avons beaucoup de gendarmes dans les établissements scolaires puisque la gendarmerie et l'éducation nationale sont très très proches, notamment dans tout ce qui est violence, alerte criminelle, viol, addiction. Nos gendarmes sont régulièrement dans les lycées, Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que voilà, l'école doit rester un sanctuaire? L'école doit rester un sanctuaire, c'est évident. Il faut rappeler que ce sanctuaire quand même était fédérateur et pacificateur pendant plusieurs siècles. Il ne faut pas remonter à longtemps pour s'en rendre compte. C'est, je pense, ce qui a conduit à l'ensauvagement des lycées, c'est, je pense, une immigration très forte et un communautarisme qui est venu particulièrement déstabiliser justement ce sanctuaire dont vous parliez. Alors justement, il y a 15 jours, le Rassemblement national a mis sur la table 10 mesures pour lutter contre l'ensauvagement scolaire. À cette occasion, Marine Le Pen a présenté une situation apocalyptique dans certains établissements scolaires. On l'écoute. La drogue y circule, les armes y entrent. La violence, notamment contre les filles et les plus vulnérables, s'y est installée. Nos écoles ou leurs abords sont devenus le champ clos d'une violence quotidienne dont sont victimes les professeurs, mais aussi les élèves. Et cela fait des années et des années et des années que cela dure. Ceux-ci, les professeurs et les élèves également d'ailleurs, sont les otages d'une délinquance qui va du racket au trafic, du coup de poing au coup de couteau, du vol au viol. Plus insidieusement, ils sont les victimes d'incivilités endémiques. On crache par terre, on tague, on casse par jeu ou par plaisir. Alors, Marine Le Pen pose une situation apocalyptique, je l'ai dit. Et d'un autre côté, elle considère que pour elle, la présence d'un policier dans un établissement scolaire doit être une mesure ultime. Il n'y a pas un décalage là entre cette situation qu'elle présente, qui est désastreuse, et le fait de ne pas vouloir de policiers dans un établissement scolaire? Non, je crois qu'on a assisté à un délitement de l'autorité, professorale principalement, même dans les familles, dans la société aussi. Mettre un gendarme derrière un proviseur peut conduire justement à une perte encore plus grande de cette autorité que pourrait avoir le professeur ou le proviseur lorsqu'il sera amené à prendre des décisions et parfois à se retrouver seul. Et là, je crois qu'il se retrouvera, on lui jettera à la face le fait qu'il n'a plus de policiers derrière lui, il n'a plus de gendarmes derrière lui pour pouvoir assumer ses décisions. Dernière question pour clore ce chapitre. Une des propositions du Rassemblement national, supprimer les allocations aux parents d'élèves quand on est devant un cas manifeste de carence éducative. C'est quoi pour vous une carence éducative? Comment vous l'évaluez? Comment vous la jaugez? Parce que pour l'administration, il faudra être précis. Eh bien, si vous voulez, vous me posez une question qui me fait plaisir parce que je lisais un interview de Luc Ferry il y a 2 jours qui disait exactement la même chose. Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation, qui disait qu'effectivement, il fallait
au moins, dans une première étape, suspendre les allocations aux parents qui ne... Mais c'est quoi une carence éducative pour vous? Comment on l'évalue? On l'évalue par des résultats scolaires, tout simplement, par un comportement, bien sûr. Bien sûr. Allez, la suite de notre émission avec à présent notre séquence chaque semaine terrain politique. Formule simple, un élu, un territoire et une problématique à gérer. Cette semaine, nous allons évoquer les soins de proximité à Guingamp. Depuis quelques mois, vous le savez, on se mobilise pour éviter la fermeture de la maternité. Eh bien, il y a 15 ans, la commune voisine, Paimpol, a dû s'y résoudre. Alors, est-ce aujourd'hui un handicap pour la commune? Pas forcément, c'est en tout cas ce que pense le maire, Jean-Yves de Chassemartin, en rencontre à contre-courant. Regardez. Cette semaine, dans Terrain politique, direction Paimpol, dans les Côtes-d'Armor. Paimpol, 7000 habitants, son port, où il fait bon se promener l'été, où il fait bon se détendre toute l'année. Paimpol est son hôpital diversement perçu par la population. Oh, si vous voulez mourir, allez-y. Alors là, vous n'avez même pas de sursis. J'ai accouché de mes 4 enfants à la maternité de Paimpol. Bon, le dernier a 25 ans, donc voilà, très bien. Mon papa a été hospitalisé en urgence à 2 ou 3 reprises. Rien à dire non plus, vraiment très bien. Mon petit frère, c'est le dernier qui a été né à Paimpol. Et c'est un peu triste, quoi. Maintenant, il faut aller à Saint-Brieuc ou Lannion, quoi. La maternité de Paimpol a fermé en 2003, faute d'accouchements suffisants, 300 naissances par an. À 30 km de là, celle de Guingamp, avec ses 500 accouchements, est en sursis. Jean-Yves de Chassemartin est maire de Paimpol depuis 2008. Son discours détonne dans le paysage politique local. Contrairement aux élus guingampais, il ne défend pas le maintien des petites maternités. Paimpol n'a pas vraiment perdu sa maternité puisqu'elle est aujourd'hui organisée avec les hôpitaux de référence que sont Saint-Brieuc et Lannion pour l'accouchement. Et par contre, Paimpol a gagné dans sa nouvelle organisation hospitalière d'être en phase avec les besoins de la population, c'est-à-dire pouvoir accueillir tout le monde, même si on ne peut pas tout faire, c'est-à-dire s'organiser en réseau avec les autres pour répondre aux besoins des gens. C'est un peu de la langue de bois, ça, non? Pourquoi c'est la langue de bois? Parce qu'il n'y a plus de maternité avec Paimpol, ça c'est un fait. Mais qu'elle soit à Paimpol ou à Saint-Brieuc, moi je vous assure, pour avoir un enfant de 8 ans quand il est né, je voulais qu'il soit pris en charge dans le meilleur service avec les meilleurs spécialistes. Direction l'hôpital de Paimpol avec le maire. Donc on rejoint le service de radiologie où nous attend le directeur de l'hôpital et le chef de service de radiologie. Où il y a 30 000 patients passent par ce service chaque année. L'hôpital travaille avec le centre hospitalier de Saint-Brieuc, son établissement de référence. Exemple, quand Paimpol reçoit des malades, soit il les soigne sur place, soit il les transfère vers Saint-Brieuc. Et Saint-Brieuc peut aussi confier des malades à Paimpol, car l'établissement s'est spécialisé. Je pense que, par exemple, les plaies chroniques, il y a très peu de services de plaies chroniques en France et le nôtre est un service de référence national, oui. Moi, je suis fier d'être directeur d'un hôpital de proximité qui travaille avec un hôpital de référence. J'ai pas de complexe d'infériorité. On n'est pas la grenouille qui veut se prendre pour le bœuf, etc. Il y a une parfaite complémentarité au bénéfice des usagers. Et le rapprochement avec Saint-Brieuc va se poursuivre. Prochaine étape, la fusion des administrations des 2 hôpitaux. Fusionner les services administratifs, c'est partager la comptabilité, éviter tout le côté on se facture, on se refacture, je t'ai donné un médecin, tu m'as donné un patient, et voilà, de la paperasserie pas possible, et des difficultés de codage, de transmission de dossiers. Alors heureusement, au niveau des médecins, on l'a vu en radiologie, ils savent déjà le faire, donc ils ont des réseaux et des serveurs partagés. Après, sur tout le volet administratif, c'est parfois plus compliqué. À Paimpol, tout le monde n'est pas pour cette fusion. Surtout pas le conseiller d'opposition, également ancien responsable de l'hôpital de la ville. Aujourd'hui, on est obligé de constater que l'hôpital de Paimpol, avec la restructuration qu'il a faite, et qui a été conséquente, j'en sais quelque chose, pour autant, il n'est pas sorti des problèmes financiers. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me paraît tout à fait anormal. Mais Saint-Brieuc est en train aussi d'aller vers les problèmes financiers. Donc si on fait une fusion, on voit bien qu'à un moment donné, le risque est aussi que Saint-Brieuc protège d'abord Saint-Brieuc avant de penser à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut bien garder l'autonomie des établissements malgré tout. Cette fusion administrative pourrait bien être retardée en raison des conflits en cours au centre hospitalier de Saint-Brieuc entre les médecins et leur direction. Mais à Paimpol, malgré les menaces qui pèsent régulièrement sur certains services de l'hôpital, rien n'arrêtera l'infatigable maire dans son envie de réformer.
Alors Philippe Miaille, est-ce que pour le Rassemblement national, mutualisation, rationalisation, notamment pour les offres de soins, ce sont des gros mots? Ah non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, nous pensons qu'effectivement, il faut alléger les coûts. Il faut mutualiser au maximum ce qui peut se... On va regarder les chiffres là, sur le déficit des hôpitaux bretons. En un an, regardez, la hausse est considérable. Mutualiser ce qui peut l'être. Mais si vous voulez, l'exemple de Paimpol est un exemple un petit peu à la marge. Quand on est dans le centre de la France et que vous avez 2 maternités qui ferment dans 2 petites villes de 5 à 6 000 habitants et que la maternité suivante se trouve à 40, 50, voire 60 km, je crois que ça peut là poser des questions pour les gens qui en ont besoin. Se pose aussi justement le problème des recrutements de certains médecins dans certaines spécialités. Est-ce qu'il faut revenir à la liberté d'installation pour certains médecins? Je pense qu'il faut à la fois revenir à la liberté d'installation, mais aussi être incitatif pour que l'on ait un peu plus de médecins. Alors on parlait tout à l'heure en offre... Salariés des médecins, par exemple, quand des communes offrent le local, le secrétariat et donnent un salaire tous les mois à un médecin, c'est une bonne chose pour vous? D'abord abolir le numerus clausus, qui est depuis 1972 une épine dans le pied du corps médical. Ensuite, effectivement, pourquoi pas trouver des solutions médianes que sont le salariat de l'administratif. Le salariat du médecin, je ne vois pas trop comment on peut l'envisager, sauf avoir effectivement une fonction publique médicale. C'est fait dans certaines communes, notamment à Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes-d'Armor. Des fonctions politiques médicales territoriales. Mais la difficulté réside dans le fait que tous les patients qui se trouvent touchés par ce type de mesures, de délocalisation, ont recours obligatoirement, et là on va rejoindre un autre sujet, qui est celui du déplacement. Comment les gens vont se déplacer, ils vont consommer de l'essence, ils vont tomber sur d'autres problématiques qui font que, effectivement, ce sont des sujets qui sont intrinsèquement liés. Transition justement toute faite pour évoquer l'autre dossier de la semaine qui inquiète dans les zones rurales, c'est la hausse du coût de la vie, notamment liée donc à la consommation de carburant. Regardez le budget, la hausse du prix du carburant en un an, plus 23% pour le gazole, plus 15% pour l'essence, une hausse qui a déclenché une fronde chez les automobilistes. La fronde a commencé sur les réseaux sociaux. Une vidéo postée par une Morbihannaise, Jacqueline Moreau, a fait le buzz, 5 millions de vues, obligeant la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, à lui répondre. On va écouter tout ça. Maintenant, tous nos véhicules diesel vous dérangent, alors il faut les changer. Bah, c'est pas pour ça, moi, que j'ai du pognon pour changer ma voiture. Hein? Alors vos petites primettes de rien du tout, hein, ça va pas suffire à changer tout un parc automobile français. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines? On se demande, hein, si c'est à ça que ça sert le pognon, alors autant qu'on change. C'est qu'il n'y a aucun complot du gouvernement contre la voiture. Nous savons très bien que la voiture, c'est un mode de transport indispensable, en particulier dès qu'on sort des villes. Notre politique en matière de voiture, elle est très simple. Plus de sécurité, moins de pollution, moins de changement climatique. En matière de pollution, on fait 2 choses. La première, c'est que nous avons aligné la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. Parce que quand on voit le nombre de morts par particules fines en France aujourd'hui, 48 000, on ne voit vraiment pas pourquoi il y aurait un bonus sur le diesel alors que le diesel pollue plus. Voilà, et cette mobilisation va se traduire donc le 17 novembre prochain par une journée de contestation nationale, journée de blocage, journée noire dans de nombreux axes routiers français et notamment en Bretagne. Vous avez installé votre petit gilet jaune sur le tableau de bord, c'est le signe de ralliement de tous les... C'est le signe de ralliement, effectivement, de tous ceux qui vont manifester contre l'augmentation de la carte grise, contre l'augmentation des contrôles techniques qui ont fait un bond de 75 à 240 €, etc. Vous trouvez que le gouvernement est contre les automobilistes, contre la voiture? Emmanuel Macron vient d'annoncer que le coût du permis de conduire est drastiquement diminué. Nous sommes victimes d'un racket fiscal depuis plusieurs années.
Et je crois qu'il faut se battre pour essayer de sauvegarder et du moins d'obtenir une baisse substantielle. Nous avons appris ce matin que le baril de pétrole avait baissé de 20% depuis l'été. Nous n'en avons pas vu la trace dans les stations-service. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur finalement, les 48 000 victimes chaque année de la pollution de l'air ou la hausse de quelques centimes du prix du carburant? Je crois que la hausse de quelques centimes du prix du carburant, c'est tous les Français qui sont concernés tous les jours. 48 000 victimes, malheureusement, la ministre parle de fines particules, mais l'essence, si je ne m'abuse, avec le CO2 qu'elle dégage, est aussi polluante. Comment on fait pour alléger la facture? Alors, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites là, ces derniers jours. Un chèque carburant, c'est ce que propose les LR. Un moratoire sur la hausse du carburant, c'est ce que propose le député costarmoricain Marc Le Fur. Ou alors, prime à la conversion facilitée. Nous sommes contre le chèque carburant parce que celui qui va payer le chèque carburant pour ceux qui vont en bénéficier sera à la fois le payeur justement de ce chèque carburant pour les autres et trouvera à la pompe lui aussi les augmentations. Donc il sera doublement le payeur. Vous avez parlé tout à l'heure de raquettes fiscales, de coups de poignard pour le pouvoir d'achat des Français. Est-ce vraiment la réalité? Regardez les projections budgétaires pour l'année prochaine. 6 milliards d'euros sont redonnés au pouvoir d'achat des ménages contre seulement 1,8 cette année. Voilà, est-ce qu'on c'est vraiment du racket fiscal? Sous quelle forme va-t-on trouver justement ces 6 milliards? Sous quelle forme? Sous la forme d'un chèque qui va leur être donné, sous la forme de réductions qui vont être faites sur la taxe d'habitation, la taxe foncière. Si vous voulez, tout ça demande à être vu à l'aune de la fin de l'année 2019 pour voir quelles vont être leur concrétisation réelle. Alors, cette semaine également marquée par la célébration du centenaire de la Grande Guerre. Aujourd'hui, 11 novembre, la France honore la mémoire de ses soldats. La Grande Guerre qui a coûté la vie à 1,5 million de Français, à 130 000 Bretons. L'esprit de ces commémorations a été assez critiqué. L'exécutif préférant en rendre hommage aux victimes plutôt que rendre hommage à la victoire militaire. C'est une erreur selon vous? Je pense que... C'est l'ancien officier qui parle. Certains de vos confrères ce matin parlaient, au lieu de séquences mémorielles de chemin de croix, le président de la République a mélangé à la fois des hauts lieux de commémoration, comme on le voit actuellement sur la télévision, mais aussi des visites dans des entreprises. Je crois qu'il y a eu un mélange un petit peu de tout qui fait que cette semaine passée malheureusement sur les champs de bataille et en l'honneur de nos poilus est un fiasco. Et votre avis sur la polémique concernant le maréchal Pétain? Il y a un hommage qui sera fait aux maréchaux français. On a reproché à Emmanuel Macron de citer la victoire de Verdun grâce au maréchal Pétain. Il a eu raison de mettre en avant cet officier? Écoutez, la problématique du maréchal Pétain est une problématique qui est celle du président de la République et des historiens. Est-ce que l'homme de la collaboration, pour vous, efface totalement l'homme de Verdun? Je laisse cela aux historiens. Vous avez un avis là-dessus? Vous êtes officier? Je laisse cela aux historiens parce que c'est trop complexe. Si vous voulez, les jugements qui ont eu lieu en pour ou contre sont trop complexes et je ne peux pas me permettre, moi, de formuler quelque avis que ce soit là-dessus. Alors, vous bottez un touche un peu là. Oui, tout à fait. Ouais. Je botte un touche. Vous assumez? J'assume. Alors, on va terminer notre revue d'actu avec un mot sur les élections européennes. Oui. C'est au printemps prochain. Sur le plan électoral, vent pour l'instant porteur pour le Rassemblement national. Selon un dernier sondage, vous êtes en tête des intentions de vote, 21%, devant La République En Marche. Comme Jean-Luc Mélenchon, comme la France Insoumise, vous souhaitez faire de ces élections un référendum anti-Macron? Je pense que ça le sera. Je pense que ça le sera parce que, et que la victoire sera une victoire beaucoup plus affirmée même que ce que nous pouvons voir là aujourd'hui. Elle aurait été plus importante si vous aviez réussi à faire alliance avec Debout la France? Nous avons tenté de faire l'alliance avec Debout la France. Marine Le Pen a à 2 ou 3 reprises tendu la main à M. Dupont-Aignan. Nous le regrettons. Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je pense que chacun veut aller à la bataille de son côté sans revenir. Les places sont bonnes au Parlement européen? Sûrement, les places doivent être bonnes. Je n'ai jamais été député européen, que je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'effectivement, ça doit l'être. Alors, du côté des LR, un questionnaire a été soumis aux militants. Alors justement, c'est intéressant, les résultats de cette enquête. Pour 70% des militants LR, il faut renforcer les frontières.
Il faut défendre davantage les intérêts commerciaux de l'Union européenne et ils sont très inquiets, à une très grande majorité, face à une perte d'identité culturelle européenne. Voilà, les militants du Rassemblement national auraient pu répondre la même chose, non? Tout à fait, je pense que oui, tout à fait. Restauration des frontières en plus peut-être, qui est moins prégnant. Il y a des convergences de vues évidentes entre la base du Rassemblement national et la base des LR. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre ensemble? C'est évident. Mais la future liste aux européennes nous révélera peut-être quelques surprises justement concernant. Mais encore? Je ne peux pas vous en dire plus, mais je ne suis pas... Des élus LR pourraient être présents sur la liste du Rassemblement national? Écoutez, je pense que ça peut se réaliser. Nous aurons prochainement, très prochainement, la désignation de la tête de liste. Louis Alliot? Louis Alliot serait un très bon candidat. C'est un ami personnel en plus, donc je ne peux qu'être content de ce choix si c'est celui-là qui sera fait. Mais bon, nous verrons bien. Dernière question. Vous avez fait votre carrière dans la gendarmerie. Vous avez été sur des théâtres d'opérations dangereux, notamment en Bosnie. Le Kosovo. François Mitterrand disait à l'époque du conflit yougoslave, le nationalisme c'est la guerre. Est-ce que vous partagez son point de vue? Est-ce que l'Europe que vous condamnez aujourd'hui n'a pas finalement réussi le principal, maintenir la paix entre plusieurs nations au niveau européen? Je crois que le nationalisme, interprété comme il a été interprété par Mitterrand en 1993, était le reflet d'un pays qui sortait d'un joug. Je ne pense pas que nous soyons actuellement, ni les Allemands, ni les Italiens, ni les Espagnols ou les autres, sous un joug quelconque. Donc, pour moi, le nationalisme tel qu'il l'avait conçu ne me paraît pas actuellement en Europe de mise. Allez, on arrive à la dernière partie de l'émission. C'est le moment de retrouver le décryptage de Dimanche en politique. Cette semaine, question qui vous concerne. Mais à quoi sert finalement l'opposition au Conseil régional? Voici quelques éléments de réponse avec notre politologue Romain Pasquier. On l'écoute. Je dirais que c'est plutôt quand même un figurant. Notre organisation de nos conseils régionaux est calquée sur nos conseils municipaux. Et donc le rôle de l'opposition est reconnu mais contrôlé. Ils ont un droit de parole, bien entendu, un droit de réponse. Ils peuvent s'organiser en groupe politique avec quelques moyens. Mais on est dans un cadre de parlementarisme très rationalisé. Et donc l'exécutif, qui est aussi, dans le cadre du Conseil régional de Bretagne, la présidence de l'Assemblée, donc du législatif, contrôle assez fortement la conduite des débats. Je crois qu'on se situe dans une problématique de démocratie régionale qui est assez faible. Effectivement, avec quelques sessions par an, on ne peut pas dire qu'il y a un parlementarisme régional très actif. Donc il faut se saisir effectivement pour l'opposition de ces quelques fenêtres pour exister en particulier médiatiquement. Donc bien souvent ça va se résumer à un slogan, à une prise de position, à une posture, plutôt qu'à un travail de fond sur les dossiers. Si on veut faire un jour vivre la démocratie régionale, si on veut donner plus de pouvoir aux régions, il faut un parlementarisme régional beaucoup plus conséquent et donc un rôle de l'opposition aussi plus important. Et de ce point de vue-là, il y a quand même le modèle de la Corse, où il y a bien la distinction d'un côté du président de l'exécutif, le gouvernement régional, et le rôle du président de l'Assemblée de Corse, qui défend les prérogatives de l'Assemblée, donc de l'opposition politique. Il y a un débat démocratique médiatisé qui est plus structurant, plus influent. Donc le modèle corse, entre des vraies distinctions entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, à mon avis, c'est un peu l'avenir de la démocratie régionale. Et dans ce cadre-là, le rôle de l'opposition pourrait davantage s'épanouir. C'est une formation politique qui d'abord se construit dans un rapport de force à l'échelle nationale, qui pousse des problématiques nationales dans les échelons territoriaux auxquels il participe. Donc effectivement, ici ou là, on peut avoir des prises de position, des
représentants du Rassemblement national, mais clairement, ils ne sont pas très investis sur les dossiers régionaux. Eux, ce qui leur importe, c'est de porter, on va dire, les prises de position du Rassemblement national dans les enceintes régionales. On est plus dans une nationalisation de la vie politique régionale qu'une véritable régionalisation au sens strict du terme. À l'extrême gauche et à l'extrême droite en France, que ce soit le Rassemblement national ou la France insoumise, ils croient davantage au département et à la commune, au modèle républicain très classique, comme si la France s'était un peu arrêtée dans les années 60. Voilà, 80 conseillers régionaux aujourd'hui en Bretagne, seulement 10 au Rassemblement national. Vous êtes condamné à faire de la figuration. Ça vous arrange peut-être finalement parce que vous ne croyez pas trop à l'échelon régional? Non, je rejoins Pasquier. Nous sommes la véritable opposition. Nous regrettons une chose comme lui, c'est qu'il n'y ait pas plus de sessions de conseil régional. Gilles Le Penel le dit chaque fois lors de chaque session. Nous sommes la véritable opposition. Nous sommes les acteurs de cette opposition. Nous ne sommes pas les figurants. Je laisse les figurants, si vous voulez, au groupe du centre droit de M. Marc Le Fur, qui lui est bien sûr Chénet-Gérard compatible et qui donc ne représente en matière d'opposition que rien du tout. Et nous sommes, on le voit là d'ailleurs, avec Gilles Penel, quand Gilles Penel prend la parole, je peux vous dire qu'il y a une certaine écoute au sein de l'hémicycle. Allez, on va se quitter avec, comme chaque semaine, le quiz express. Soumis cette semaine au politologue Thomas Guénolé, qui sera le candidat de la France insoumise aux élections européennes et qui fera campagne en Bretagne. Regardez le quiz, c'est parti. Plutôt Brest, parce qu'il y a l'air de la mer. Et comme vous le savez, quand on est breton, la Bretagne vous manque tout le temps. Les deux, je suis à la fois lève-tôt et couche-tard, ce qui fait que je fais des grosses grasses matinées le week-end. Métro, parce que je ne prends rigoureusement jamais la voiture. Col blanc au service des cols bleus. Révolutionnaire, mais pacifique. Europe des nations, parce que l'Europe est composée d'États souverains, et à travers la souveraineté des États, c'est la souveraineté des peuples. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle La mondialisation malheureuse, donc je vais vous dire forcément la mondialisation malheureuse, c'est-à-dire un projet politique de pillage des richesses et d'asservissement de la majorité de la population au profit d'une infime minorité qui se gave, et il faut que ça s'arrête. BZH a 5, parce que si le duc François a ressuscité, il serait d'accord avec moi pour dire qu'il est évident que Nantes est en Bretagne. Voilà, c'était le quiz express de Thomas Guénolé. Philippe Miaille, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dimanche en politique, une émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet bretagne.france3.fr. On attend bien sûr aussi vos commentaires sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. Tout de suite, l'édition de la mi-journée. Passez tous un excellent dimanche.